fais tes travaux, tu lances une pièce et t'as quand même une chance sur deux que ça merde. Quand on a commencé EMEA, on a listé 97 problèmes que tu peux avoir. Et vraiment, tu fais ligne par ligne et c'est un truc de malade. Combien coûtent en réalité les travaux? Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans mon activité, on a la chance de pouvoir faire des millions d'euros de travaux par an et on se rend compte d'un devis à un autre que parfois on a un facteur 1,5 sur les prix pour la même prestation. Depuis 2020, donc depuis 5 ans, avec guerre en Ukraine, Covid et tout ce qui s'est passé depuis, en moyenne, le prix des matériaux, il a pris 30%. 17 000 défaillances de boîtes d'artisans en 2024, ce qui est énorme. Vous avez levé 10 millions d'euros, c'est ça? Un peu plus de 15 millions 15 au millions. total. Ouais. D'accord. Donc tu vois, on fait quand même partie des boîtes qui sont financées, justement pour investir massivement sur cette plateforme techno. Salut Mathieu, ça va? Salut Oussama, ça va et toi? Ouais, super. Bienvenue sur le podcast de Slice, on est ravis de t'accueillir. Merci pour l'invitation. D'autant plus que tu habites à Aix-en-Provence et tu fais des allers-retours. Exprès pour toi? Exprès pour moi, je sais pas. Tu m'as dit juste avant que tu passais quelques jours à Paris. On justement, a le siège qui est à Paris, donc oui. Super. Écoute, ce qu'on fait habituellement, c'est que j'essaye de te présenter et ensuite on déroule sur ton activité, ton expertise. J'avais hâte de faire cet épisode parce que aujourd'hui j'ai, on va dire, interrogé beaucoup de professionnels de l'investissement immobilier. Ouais. Donc des gens qui vraiment sont sur mon coût d'acquisition immobilier, comment je gère mon achat-revente, etc. Mais peut-être un peu moins le sujet dont on va parler aujourd'hui. Génial, c'est parti. Alors Mathieu, tu es entrepreneur dans le secteur de la PropTech. Diplômé d'ingénieur, tu as très vite commencé ta carrière dans l'entrepreneuriat, assez tôt même, il me semble. À 24 ans, ouais, exactement. 24 ans. Ouais. Après, j'avais fait 1 ou 2 ans chez Bouygues Construction, Stade Vélodrome, donc à Marseille. Et je suis allé faire du résidentiel très haut de gamme à Londres. Donc, j'ai toujours chez Bouygues UK. Et c'était un truc qui me passionnait depuis que je suis gamin. Je voulais vraiment... il y a des images de moi où je suis en train de peindre avec mon grand-père. En fait, il avait un mât dans le sud de Toulouse. Et en fait, il avait tout rénové. C'était assez canon. Et donc, tu avais ce sentiment très, très réjouissant du travail bien fait. Et puis après, quand tu regardes les stats, en face, tu as un marché qui est catastrophique. C'est structurellement insatisfaisant. Tu as une stat, là, c'est 1 Français sur 2 qui n'est pas satisfait de ses travaux. Donc, c'est quand tu fais tes travaux, tu lances une pièce et tu as quand même une chance sur 2 que ça merde. Et donc, nous, on s'est dit, c'est impossible. Tu vois, c'est comment on est capable de réenchanter cet acte de rénover. On va en parler. Ouais, et ça, c'est l'idée initiale, finalement, d'EMEA que tu as lancé du coup à 24 ans. Ouais. Et aujourd'hui, ça fait 10 ans que tu portes ce projet. Donc déjà, félicitations. Ils sont rares les entrepreneurs qui, au bout de 10 ans, sont encore là sur la même thématique à porter ce projet. Ouais, c'est parce que il est passionnant, ce marché-là. Alors déjà, t'es tout en bas de la pyramide de Maslow. Hein. Donc je rappelle quand même que se loger, être en sécurité, être bien chez soi, encore plus aujourd'hui avec le télétravail, c'est vraiment un objectif numéro 1. On connaît l'impact de la pierre, donc tu vois, l'investissement dans la pierre sur le patrimoine des Français, même s'il y a eu beaucoup de changements là depuis 4-5 ans sur l'accessibilité. Mais en fait, c'est un sujet qui est très important. Et ouais, je pense que c'est un truc passionnant. Tu vois, c'est pas un truc que tu fais pour l'argent. Tu vois, l'immobilier, pour moi, c'est des temps longs. Et tu fais ça parce que tu es absolument convaincu qu'il y a quelque chose à faire. Tu as de l'impact, tu as un impact énorme sur la vie des gens. Ouais. Et tu vois, le fait que tu fasses des travaux, que tu les amènes avec le bon niveau de qualité, de sécurité, de garantie, et que tu sois capable de dire on a fait 5000 chantiers en 10 ans avec un taux de satisfaction de 95-96. Moi, j'aimerais qu'on soit à 97-98, mais tu es déjà 10 fois mieux que le marché. Et ça, c'est hyper satisfaisant. Et tu vois, tu vas te balader sur notre Instagram, tu vois les photos avant-après. Ok, je fais quelque chose qui a de l'impact et c'est du tangible, c'est du concret. Donc, c'est pas aussi exponentiel que j'aimerais en tant qu'entrepreneur, mais tu dis que tu as un impact sur la vie des gens qui est monumental. Et tu vois, tu as ce sujet boîte à mission. Tu es là pour délivrer une promesse. Et je pense qu'on est hyper fiers quand les gens ils nous disent mais c'est génial. Et tu vois, quand on recrute des courtiers partout en France, les gens ils disent ouais, en fait, je fais quelque chose qui est tangible et qui a du sens. Et aujourd'hui, tu vois, on va en parler, mais à l'ère de l'AI, je pense que c'est des choses qui sont concrètes. Et tu vois, c'est un peu le côté artisanal des travaux. Il est très valorisé. Alors justement, au programme du jour, ce que j'aimerais te proposer, parce que tu parles de 5000 chantiers réalisés, ce qui est quand même stratosphérique. Donc en réalité, tu es un expert de ce marché, des travaux et de la rénovation. On sait 2-3 choses, oui. Voilà. Donc qu'on parle du sujet des travaux, qui, je pense, intéresse beaucoup notre audience, c'est de comprendre un peu comment a évolué le marché des travaux, parce qu'on a vu sur ces dernières années, par exemple, une inflation énorme sur ce sujet. Et juste pour terminer donc, sur le programme du jour, moi aussi, je me pose un certain nombre de questions de
comment on crée de la valeur sur de l'immobilier. Et aujourd'hui, une des réponses principales, c'est de dire la rénovation, la transition énergétique sont des sujets corps sur les 10, Value 15, added, ouais. voilà, les stratégies value added. Et peut-être en préambule, avant de se lancer dans toutes ces questions, j'aimerais te poser une question que je me posais justement en arrivant aujourd'hui sur cet enregistrement. Comment ça se passe, la vie d'entrepreneur à 24 ans dans le domaine du bâtiment? Parce que c'est un métier d'expérience où les gens sont... Franchement, tu vois, c'est des questions c'est marrant parce qu'il y a là les 10 ans, ils marquent vraiment, tu vois, les 10 ans sur les travaux, c'est une décennale. Et donc, en fait, par définition, les travaux, tu as de l'aléa. Et donc, c'est pour ça que tu as une décennale qui a été intégrée. Donc, la décennale, on pourra revenir sur les assurances, mais malheureusement, c'est du bâti, c'est du structurel. La terre, elle bouge. Et donc, on a décrété que tu étais obligé d'avoir une décennale parce qu'il peut y avoir des problèmes. Et donc, quand tu as fait tes 10 ans, déjà, il y a très très peu de boîtes du bâtiment qui font 10 ans. En fait, tu as une gosse qui est assez dingo et la moyenne, c'est plutôt 4-5 ans. Et en fait, tu as beaucoup de margoulins qui ferment leur boîte au bout de 2 ans pour pas payer l'USAF, pour pas payer la TVA et qui en recréent une. Donc, ça, c'est un truc qui existe. Et donc, tu vois, tu as un peu cette consécration de, on commence à avoir des choses. Et en fait, au bout de 10 ans, surtout, souvent, on pense des travaux sur la bonne réalisation avec tous les problèmes que tu peux avoir. Tu vois, quand on a commencé EMEA, on a listé les 80... Alors, j'ai retrouvé le chiffre là, mais on a listé 97 problèmes que tu peux avoir. Et vraiment, tu fais ligne par ligne. Et c'est un truc de malade. Hein. C'est, tu vois, problème de qualité, problème de livraison, problème d'assurance, problème de dépassement de délai, problème de manque de finition ou problème de finition, problème de l'entrepreneur qui vient jamais, problème de l'entrepreneur qui te pique l'argent, l'argent qui est libéré pas en avance de phase, etc. Je pourrais t'en lister. Ouais. Tu vois, on a la liste de 97, je te l'enverrai si tu veux la partager. Et tu te dis, OK, comment on est capable de structurer une offre où en fait, étape par étape, je vais créer et je vais mettre en place des solutions qui vont te réassurer et qui vont te permettre de garantir les travaux. Et ça, c'était un truc qui était vraiment important pour nous. C'est-à-dire, moi, je veux que quand tu passes par EMEA, en fait, tu as une garantie que ton chantier ne sera jamais abandonné. Oui, puisque EMEA est initialement un courtier en travaux de rénovation et en architecture. Ouais. Est-ce que tu pourrais juste réexpliquer comment fonctionne cette chaîne de valeur? Parce que c'est vrai qu'entre l'entreprise générale, l'AMO, le courtier en travaux, parfois on se dit... Tu as même plein d'autres choses. Ok, voilà, je fais quels sont les corps de métier, qui fait quoi pour donner un peu des grandes images, peut-être qu'il faudrait que tu incrustes un tableau, mais en gros. Donc tu as ce qu'on appelle le maître d'ouvrage. Donc le maître d'ouvrage, c'est celui qui porte l'ouvrage. Donc en général, c'est le client. Dans le cas si c'est du résidentiel, c'est le client particulier. Donc c'est, tu vois, toi et moi, on achète une résidence principale à Paris. Donc tu es ce qu'on appelle un maître d'ouvrage. Tu es le client final. Tu vas avoir en conseil de ce maître d'ouvrage, tu vas ce qu'on appelle de l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Donc c'est quelqu'un qui va chuchoter à l'oreille du client, qui est contractuellement qui est sur une obligation de moyens, absolument pas de résultat. Donc il n'a aucune garantie contractuelle, si ce n'est d'accompagner le mieux possible ton client, sachant que sur ton client, il est considéré comme non sachant. Pourquoi non sachant? Parce qu'en face, donc tu as client, donc maître d'ouvrage, assistant à maîtrise d'ouvrage. Donc ça, c'est la partie utilisateur final. De l'autre côté, tu as ce qu'on appelle la maîtrise d'œuvre. La maîtrise d'œuvre, tu vas avoir celui qui réalise les travaux. Donc tu vois, l'artisan, l'entreprise générale, l'entreprise TCE ou le contractant général. Donc TCE, tout corps d'État, pardon. Donc ça, c'est la maîtrise d'œuvre. Tu vas avoir des architectes. Un architecte, quand il fait des plans, un architecte HMOMP, donc diplômé d'État, et qui signe le plan, il engage sa responsabilité sur le plan. D'accord. Donc, ça veut dire que là, il engage sa décennale, et on en revient sur l'engagement contractuel. Tu peux avoir des bureaux d'études structurels. J'ai besoin d'ouvrir un mur porteur. En fait, il va engager sur son calcul de flèche ou de structure, il va regarder que la recommandation qu'il effectue. Donc là, pareil, il engage sa responsabilité. Donc, tu vois, tu as ces deux acteurs-là. Et donc la maîtrise d'œuvre, principalement la maîtrise d'œuvre, tu es sur du bac+5, sur l'architecte, sur du bureau d'études, donc en fait ils engagent leur responsabilité. Et donc tu as ce double jeu. Et donc EMEA, nous, on est donc courtier, on est plutôt côté AMO. Donc on chuchote à l'oreille du client. Et en fait, notre job, c'est que on a listé ces 97 problèmes et on a enlevé tous les petits cailloux pour que, normalement, tu arrives à un taux de satisfaction de 95-96. Alors, on aimerait que ce soit encore plus. Mais en fait, tu as plein d'impondérables et par définition, les travaux, c'est de l'aléa. Donc, notre job chez EMEA, c'est comment je simplifie, comment je sécurise et comment je garantis, et on va revenir là-dessus, cette expérience de travaux. Et ce qui est très frustrant sur ce job de courtier, c'est qu'en fait, si ton chantier se passe bien,
sachant que tu connais que la norme c'est que tu as 50% des chantiers qui se passent mal. Si ton chantier se passe bien, aussi bien, et en 10 ans, tu vois, tu peux pas mentir. Tu vois, il y a un moment où sinon ça t'explose à la tête. Mais si ça se passe bien, ça veut dire que ton job, t'as été, Emea, c'est la petite fée qui a enlevé tous les petits cailloux et en tout cas qui a mis les garde-fous sur ton chantier pour que ça se passe du mieux possible. Et tu vois, je suis incapable aujourd'hui, c'est très très frustrant, tu vois, quand tu es entrepreneur, tu me disais comment ça se passe, quand tu es entrepreneur dans le bâtiment, c'est très frustrant parce que tu auras toujours 1, 2, 3% de chantier où il y a des problèmes. Mais tu vois, aujourd'hui, on est assez fiers parce que tu dis au bout de 10 ans, tu commences à prouver qu'on est capable de délivrer avec un niveau de consistance le triptyque prix, qualité, délai. Et en fait, finalement, t'enlever cette charge mentale, te permettre de bien dormir le soir. Et tous ces trucs-là, c'est des trucs sous-jacents dont on ne se rend pas compte. Mais tu vois, la galère absolue quand ton chantier il est en train de dériver, ça te fait, outre l'impact prix, mais en fait, tu peux ne pas endormir. Ouais. Et donc, tu vois, c'est cette petite fée qui a enlevé les petits cailloux qui vont éviter de se mettre dans ta chaussure. Tu disais en préparation de cet échange que quand tu cherches un entrepreneur au travers le bouche à oreille, il y a une sorte d'inflation sur les prix qui fait que derrière, tu peux être exposé à payer jusqu'à 20% de plus. Ouais, 19 exactement. La stat, on avait fait ça avec Capital, mais on peut détailler pourquoi. En fait, quand tu choisis... Alors déjà, il faut comprendre qu'aujourd'hui, 93% des chantiers sont choisis par bouche à oreille. D'accord. Ce qui est un truc de mal, là, tu vois, on est en 2025. Donc, bouche à oreille, recommandation. Recommandation directe. Famille, recommandation. J'ai un ami qui m'a dit ça, ou en fait, il n'y a aucune structure. C'est juste, je croise les doigts. Et en fait, comme je n'ai pas d'autres structures et que je ne connais pas Emea ou d'autres services d'accompagnement, je croise les doigts pour que ça se passe bien. Alors qu'en fait, moi, je vais t'expliquer, mais tu devrais avoir tout un process de qualification des entrepreneurs et tu vas devoir passer vraiment par un truc draconien sur voilà toutes les étapes auxquelles tu devrais passer pour juste essayer de trouver des entreprises de qualité. Ça n'enlève pas tous les problèmes, mais déjà ça permet de jalonner encore une fois et tu vois de mettre les garde-fous sur un maximum de sujets. Donc déjà ce stade-là. Pourquoi on avait fait ça avec Capital il y a 3-4 ans? Le surcoût il est lié à quoi? Quand tu es en bouche à oreille, en général tu consultes pas. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, tu dis salut Oussama Rénovation. Tu n'as pas d'appel d'offres. Tu n'as pas d'appel d'offres, donc tu ne fais pas de consultation. Donc, déjà, s'il sait que tu as été recommandé par ton beau-frère, ton cousin ou ton marchand de biens avec qui tu as fait 3 chantiers, au final, tu n'as pas le meilleur rapport qualité-prix sécurité parce qu'en fait, il vient. Et donc, en fait, le premier chantier, il se passe bien parce qu'il va te montrer, il sait que tu peux avoir plusieurs chantiers avec lui. Mais le deuxième, il va commencer, c'est lui qui va décider quand il commence à le prendre. Donc, il est dispo que dans 3-4 mois. Donc, en fait, tu vas commencer dans 3-4 mois. Donc, tu vas perdre 3-4 mois. En termes de prix, tu vas voir, comme par hasard, déjà, il va un petit peu plus marger. Donc, etc. Donc, c'est un équilibre. Moi, je parle toujours de triptyque prix, qualité, délai. Et donc, c'est cet équilibre à trouver. Et donc, ouais, le surcoût et le coût de la qualité, parce que le bouche-à-oreille est assimilé à qualité. Et quand on voit les stats en France, tu te rends compte que c'est une connerie. Tu vois, faire sur des projets de travaux 50, 100, 200, 500 000 euros du bouche-à-oreille, c'est pas la meilleure façon. Mais c'est qu'aujourd'hui, la réalité, c'est que les gens ne savent pas qu'il existe des meilleures façons de faire. Et des meilleures façons de faire, c'est tu vois, comment tu garantis, comment tu simplifies et comment tu optimises toute ta chaîne de valeur sur l'intégralité de ton cycle de travaux. Voilà. Et si on prend ce triptyque prix, qualité, délai, moi, il y a un sujet que je trouve super intéressant sur le marché des travaux, c'est de voir l'évolution des prix et combien coûtent en réalité les travaux. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans mon activité, on a la chance de pouvoir faire des millions d'euros de travaux par an. Et on se rend compte d'un devis à un autre que parfois on a un facteur 1,5 sur les prix pour la même prestation. Et du coup, j'ai une question pour toi qui est une question très compliquée à répondre. Vas-y. Combien ça coûte de faire des travaux? Alors, je sais que tu vas me répondre naturellement, ça dépend, mais est-ce que tu pourrais nous donner des indicateurs qui permettent d'avoir des ordres de grandeur? Oui. Alors, tu vois, je répondais sur ce que tu dis. Souvent, on entend mais j'ai des devis qui vont du simple au triple. Comment c'est possible? Donc déjà, tu vois, pour essayer d'avoir des devis les plus cadrés, les plus structurés, il faut que tu aies une base commune. Donc, tu vois, souvent, nous, on dit ton chantier commence dans la phase conception et préparation. Donc, tu dois être capable d'avoir un dossier de consultation ultra lisible qui détaille vraiment ligne par ligne toutes les actions à réaliser. Mais tu vois, ça paraît évident dit comme ça, mais tu vois, moi, à chaque fois, je vais encore passer aujourd'hui des devis concurrents où tu as une ligne qui te met forfait, salle de bain, 7000 balles.
Tu vois, et c'est impossible. Tu ne peux pas discuter quand tu as un forfait. Tu ne sais pas quelle est la qualité des matériaux. Tu ne sais pas ce qu'il met dedans. Tu ne sais pas s'il a intégré le GBRIT enfin les toilettes suspendues ou pas. En fait, il te faut du détail. Ouais. Donc ça veut dire que la phase préparation, déjà, tu dois avoir un maximum de détails pour savoir exactement ce qu'il te faut. Dès que tu prends un architecte, il va te faire un DQE, donc un dossier quantitatif estimatif. Ce qui te permet d'avoir les différentes lignes de tes travaux. Et donc, ça te permet déjà de savoir, tu vois, de cadrer ton projet. Ça, c'est vraiment très important. Ça, c'est un job que tu dois absolument faire avec un archi ou toi. Une fois que tu as ça, quelques ordres d'idées. Il y avait deux questions. Il y avait la partie inflation et il y avait la partie ordre d'idées. Je vais commencer par l'inflation. Tu as des chiffres sur l'indice de la construction, donc trucs qui sont assez suivis. En gros, tu as une inflation depuis 2020, donc depuis 5 ans, avec guerre en Ukraine, Covid et tout ce qui s'est passé depuis. En moyenne, le prix des matériaux, il a pris 30%. D'accord. Donc tes matériaux. Et ça, si on essaye de recomposer un peu la chaîne de valeur, c'est lié à quoi ? Alors, tu as eu une forte explosion de la demande entre 2020 et 2022. Tu as eu la guerre en Ukraine. Il y a beaucoup de matériaux. Alors, je parle en Europe, mais il y a eu beaucoup de matériaux post-Covid où en fait, la demande a explosé. D'accord. Et du coup, en fait, la machine s'est mise en branle et donc, tu as eu beaucoup d'inflation. Donc, une rupture de certaines chaînes d'approvisionnement. Ouais, ou en fait, une surdemande par rapport à la capacité réelle de production. Et en fait, tu as un effet de vase communicant et donc le prix augmente. Tu avais, 4, 5, 6, des fois, tu avais 10% d'inflation sur des produits. Et alors, c'est comme les prix à la pompe, tu vois, ça monte très vite. Et puis quand les capacités elles sont moindres, comme par hasard, le prix descend moins. Tu sens que ça s'est redescendu un petit peu ? C'est descendu un petit peu, mais c'est très très loin d'être redescendu au niveau d'avant. D'accord. Et je pense que ça ne redescendra plus. Et sur la partie main-d'œuvre, il y a eu une inflation aussi ? Oui, tu as eu, alors qui était plus maîtrisée, qui était plutôt autour de 15%. D'accord. Et pour le coup, celle-ci, comme le marché, il y a eu énormément de défaillances de BTP en 2024. Tu as eu plus de 17 000 défaillances de boîtes d'artisans en 2024, ce qui est énorme. Ça veut dire que tu as à peu près entre 8 et 10% du marché qui est parti à la casse. Dans boîte de BTP, donc c'est sensible. Sur un marché comme le nôtre, où tu vois, sur du résidentiel, moi j'inclus que le résidentiel, tu es autour de 70 milliards d'euros réalisés chaque année. Quand tu dis que tu as 10% de boîtes qui sont parties à la casse, oui. Impact massif. Ça cogne vraiment. On va en parler juste après de ces défaillances parce que je serais curieux de savoir qu'est-ce qui fait qu'une entreprise de bâtiment qui finalement on peut se dire en fait c'est juste des gens et le matériau en fonction de ta commande. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça. Voilà, mais on va y venir juste après. Mais juste avant, concernant les prix des travaux, donc quelle est la je t'ai dit un petit peu entre 15 et 30%. 15% sur la main-d'œuvre et 30% sur les matériaux depuis 2020. Ça, c'est des chiffres, tu vois, c'est pas EMEA, c'est vraiment des chiffres INSEE. Tu as un indice de la construction sur lequel, par exemple, les contrats, tu as des contrats cadres qui prennent ces indices-là. Donc, tu vois, c'est pas du tout EMEA, même si on a un panel de trucs qui est intéressant là-dessus. Donc, ça, c'est sur la partie matériaux, main-d'œuvre. Il faut savoir qu'en moyenne, je généralise, mais sur un chantier résidentiel, encore une fois, pas du bureau, résidentiel, tu as à peu près 60% de main-d'œuvre et 40% de matériaux. D'accord. Tu vois, donc tu vois à peu près la pondération. Oui. Donc ça veut dire, grosso modo, tu lisses, mais il y a eu une augmentation de 20% sur l'intégralité, sur du résidentiel. Et là, tu prends quelles années pour dire plus 20% à peu près ? Entre 2020 et 2025. Ok, donc 20% en 5 ans. Donc si avant te coûtait 1 000 € le mètre carré pour une rénovation qui commençait à être complète mais pas lourde. Nous on aime bien dire rénovation légère, rénovation complète et réhabilitation lourde. D'accord. Donc ça c'est nos 3. Aujourd'hui une rénovation rafraîchissement mais pas très intense. En gros tu es entre 500 et 700 € au mètre carré. Ok. Pour le particulier. Si tu as des sujets de rénovation énergétique, c'est à peu près ce même prix, 500, 700 avec des travaux induits. Donc là-dessus, on va prendre par exemple des chantiers de peinture, rafraîchissement. Peinture, rafraîchissement, tu changes les sols, tu changes 2-3 électricités. Mais tu vois, typiquement, sur des petites surfaces, tu fais pas salle de bain, cuisine. Voilà, pas de menuiserie extérieure, pas de fenêtre. Ça, tu passes entre 1000 et 1200, où là, tu es un peu plus lourd, là, tu commences à tout faire. Salle de bain, cuisine, gamme de prix, tu vois, bon rapport qualité-prix. D'accord. Du gros et confort, tu vois, ce que nous, on a la gamme avec confort. des matériaux de quelle nature ? Est-ce
que tu peux avoir quand même des matériaux de qualité sur ces ordres de grandeur? Alors, qualité, ouais, confort. Tu vois, c'est tu mets du Grohe, des marques, Ok. des super marques avec lesquelles on bosse. Tu vois, on bosse avec du Atlantique, on bosse avec du Legrand. Tu n'as pas la version gamme, mais t'as pas du connecté. Robuste. Ouais, t'as du très bon rapport qualité-prix. C'est du confort, tu vois, c'est du résidence principale, c'est très bien. T'es pas du premium, tu vas pas sur du connecté. Par exemple, sur du Legrand, t'as pas du Netatmo connecté. D'accord. Mais après, sur du luxe, alors là, c'est sky is the limit. Hein. Ouais. Il y a des rénovations qui se font à quasiment 5 000 ou 10 000 euros le mètre carré et t'es sur un autre monde. Ouais. Mais c'est le prix des matériaux, vraiment le prix des matériaux. Et là, la cote-part main-d'œuvre matériaux. Il se fait écraser. Alors, il faut comprendre que tu vois, quand tu poses une plaque, tu vois, 1 mètre carré de carrelage ou 1 mètre carré de marbre, en fait, le surcoût, ça doit être entre x3 et x5. Mais juste parce qu'en fait, quand tu poses un veinage de marbre, c'est ce que je faisais, tu vois, moi, chez Bouygues, il faut bien comprendre que ton marbre, quand tu as une salle de bain à ce prix-là, tu es à 1000 euros de mètre carré parce que, en gros, tu as déjà 500, 600, 700 de matériaux. Tu vas avoir 20-30% de main-d'œuvre. Mais en fait, le niveau d'exigence sur la finition de ta main-d'œuvre, elle est beaucoup plus élevée. Donc ton mètre carré, tu vas pas passer, j'ai une bêtise, 1 heure, tu vas passer 3 heures parce que ton veinage entre tes deux plaques, il doit être aligné. Ouais. Et donc ta feuille, elle doit être vraiment nickel. C'est un travail d'orfèvre et ça prend plus C'est de de temps. l'artisanat. C'est vraiment de l'artisanat. Et là, tu es sur du haut de gamme, enfin, voire du luxe. Et pour une rénovation complète, on a parlé des 2 premiers volets. Complète vraiment rénovation énergétique, réhabilitation. Moi, j'aime bien dire réhabilitation. Tu es entre 1500 et 2000. D'accord. Vraiment du lourd, quoi. Là, tu peux même avoir des menuiseries, tu vas changer des luxe, tu changes quasiment tout, à l'isolation et tout. Ouais. D'accord. Et est-ce qu'il y a un facteur décroissant en fonction de la surface à rénover? Ouais. Alors, c'est pour ça que je te dis, nous, on a fait 5000 chantiers, mais tu vois, alors, on fait des chambres de bonne. Alors, tu vois, des chambres de bonne, on a eu un avis, un mec qui disait, mais en fait, moi, sur 10 mètres carrés, c'est 20 000 euros minimum. Et en fait, je lui explique, en fait, que tu vois, dans 10 mètres carrés, tu peux mettre 2 entrepreneurs. Tu vois, t'as un effet d'échelle. Il faut comprendre que c'est plus agréable de bosser sur entre 30 et 70 que sur du 10 ou 20 mètres carrés. 10 ou 20 mètres carrés, en fait, tu marches les uns sur les autres. Donc, t'as pas un effet d'échelle. Tu vois, c'est toujours le dire, si tu as 3 gars, bah, a priori, alors, ça va pas 3 fois plus vite, mais tu vas quand même 2 fois plus vite. Et donc, tu vois, triptyque, prix, qualité, délai. Tu as 3 gars, ça va aller plus vite que si tu n'en as qu'un. Sur du 10 mètres carrés, en fait, tu peux bosser à 1 voire 2, mais ta salle de bain, tu vois, tu as un effet où tu es limité par ce forfait minimum. Donc, tu vois, sur du salle de bain, tu es au minimum, sur de la chambre de bonne, et surtout qu'on bosse avec quelqu'un que j'apprécie beaucoup, c'est Atom Thierry. Ouais. Et en fait, bah, tu vois, tu as du mal à sortir à moins de 2000 euros, 2500, parce que, alors en plus, lui, il est sur un truc un peu haut de gamme. Spécialiste sur les chambres de bonne en rénovation haut de gamme. Un haut de gamme. Et en fait, il te fait des petits des vaisseaux, quoi. C'est des petits vaisseaux. Alors, tu vois, tu as une menuiserie un peu partout. Tu optimises chaque mètre carré. Donc, tu vois, tu as un archi, tu structures, mais en fait, tu as des rangements en dessous. Tu vois, le lit, il est pensé à ce que tu as des rangements en dessous. Tu as des rangements un petit peu comme ça, des niches le long. C'est vraiment pensé. Et là, t'es entre 2 et 3000. Mais parce que c'est tout petit. Et en plus, tu vas sur du haut de gamme, c'est de la chambre d'hôtel. Et si on passe le cap des petites surfaces et qu'on regarde par exemple des immeubles, parce que tu m'as dit que récemment vous avez ouvert l'activité à des marchands de biens B2B, est-ce que là-dessus il y a un facteur décroissant si par exemple on te présente 400, 500 mètres carrés? Oui, tu as un facteur décroissant. Tu vois, sur les trucs, nous on bosse sur des projets d'immeubles, donc des immeubles de rapport. Et je crois que tu m'en parlais sur la partie investissement, mais sur des immeubles de rapport, tu arrives à dire, alors ça dépend l'état des parties communes. Tu as un gros sujet sur les parties communes. Donc ça, c'est l'aléa principal sur... Mais tu vois, tu arrives à être entre 800 et 1000, parce que plutôt qu'être entre 1000 et 1200, même s'il y a tout à refaire, tu vois, tu gagnes 20%. D'accord. Parce que tu as un peu de volume, parce que en fait, c'est toujours pareil. Quand tu achètes une palette de revêtement au sol, tu achètes une palette de mitigeurs, tu achètes une palette de fenêtres, et que tu vas te dire que c'est toutes les mêmes, en fait, tu arrives à gagner 10, 15, 20. Nous, notre jeu aussi, chez MEA, et une des propositions de valeur, c'est comme tu as du volume, on va être capable de négocier du volume avec des matériaux, et donc, tu arrives à gagner 10, 15, 20% sur ces matériaux, et donc, au global, tu as un peu de marge. Par contre, c'est 20% sur les matériaux. Donc, tes matériaux, ils représentent 40%. Donc, tu vois, tu arrives à gagner quelques pourcents. Et justement, tu me disais l'autre jour qu'il y a beaucoup de marchands de biens, donc marchands de biens achat, rénovation, revente, voire achat, revente tout simplement, qui avaient cette logique de dire, en fait, on va internaliser les travaux parce que c'est facile, on s'en occupe et on déroule un modèle. Alors, c'est pas facile, mais ils pensaient que c'était OK. Et justement, aujourd'hui, il y en a un certain nombre qui viennent te voir en disant, bah, Mathieu, en fait... Tous ceux qui sont pris d'étole. En fait, et il y en a beaucoup qui sont pris d'étole. Il faut comprendre que maintenant, sur les opérations, alors là, tu vois, c'est les opérations d'immeubles. Sur une opération, tu vois, 500 mètres carrés d'immeuble,
tu vas trouver des immeubles qui vont te coûter, allez, tu es au 1000 euros de mètre carré de foncier. Et en fait, tu vas être à 1000 euros, 1500 en fonction de l'état et de la vétusté de travaux. Donc, c'est-à-dire que aujourd'hui, tu sais, le marchand de biens et celui qui font des opérations sur les immeubles, tu as toujours ce truc-là, il faut absolument bien acheter. Et c'est toujours vrai, tu vois, il faut que tu trouves. Et le job du marchand, c'est d'avoir le bon réseau et de bien acheter. Sauf qu'en fait, quand ta valeur ajoutée, tu as 50% qui est sur de ton foncier et 50% de tes travaux, tu as intérêt que ta gestion de travaux, elle soit au cordeau, avec le bon niveau de garantie, avec le bon niveau de résultat. Et donc ça, aujourd'hui, ils sont pas outillés, les gars. Avant, tu vois, s'ils pouvaient faire des flips, ils achetaient bien, ils faisaient 2-3 flips, ils mettaient quasiment même pas de travaux, ils revendaient. Ouais. Et tu n'as pas ce risque-là de travaux. Aujourd'hui, sur des opérations, aujourd'hui, si tu veux faire vraiment de la valeur ajoutée, ben, en fait, il faut que tu maîtrises correctement les travaux. Et il y a une grosse majorité de marchands qui n'a pas envie de s'en occuper et ou qui ne sait pas faire. Et tu vois, il faut vraiment être très, très organisé. Enfin, tu vois, un job de travaux, tu vois, moi, je suis ingénieur de travaux, c'est de la rigueur, c'est de la gestion de projet. On n'envoie pas des fusées sur la Lune. Par contre, il faut que tu sois hyper carré, hyper rigoureux sur les étapes. Ouais, et d'autant plus que quand tu te lances sur une rénovation maison avec des salariés ou des méthodes qui sont finalement internalisées, c'est toi qui portes la décennale. Donc, tu peux, en tant que marchand de biens, par exemple, dire j'embauche en interne. Alors, en général, ils font pas comme ça. Hein. En général, ils bossent avec des boîtes tout corps d'État ou des contractants. D'accord. Mais encore une fois, tu vois, c'est un métier. Tu vois, il faut comprendre que faire un chantier, suivre les chantiers, c'est un métier. Donc, soit tu mets une maîtrise d'œuvre, donc tu mets un architecte qui suit les entrepreneurs. Mais la réalité, c'est que même, tu vois, les architectes, ils ont un rapport de force qui est moins puissant que ce que peut proposer EMEA. Tu vois, EMEA, on est les seuls, par exemple, en France, à te garantir les travaux. Sur la partie rénovation. Tu vois, donc on a ce qu'on appelle une garantie de service, donc la protection EMEA. La protection EMEA, elle couvre jusqu'à 25% du montant du chantier dans la limite de 50%. De 50 000 euros, pardon. Donc, tu as un chantier à 200 000 euros, les 25%, ils couvrent 50 000 euros. Donc, moi, je suis capable de te couvrir, je m'engage contractuellement à te couvrir pendant la phase chantier jusqu'à 250 000 euros. D'accord. Tu vois, ça, c'est un truc qu'aucun architecte en France est capable de faire. Aucune maîtrise d'œuvre est capable de faire. Et pourtant, on n'est pas maître d'œuvre. Et pourquoi vous êtes lancé là-dedans? Parce qu'une offre de courtier, on pourrait se dire, c'est un devis et la mise en relation avec des professionnels bien sélectionnés. Mais ça suffit pas. Tu vois, en fait, la bonne boîte, bien sélectionnée, ça ne suffit pas. Tu vois, quand je te dis qu'il y a très peu de boîtes qui font 10 ans, en fait, statistiquement, alors même si tu les sélectionnes correctement, on peut en revenir là-dessus, tu as un chantier sur 10, 2 chantiers sur 10, 3 chantiers, donc tu as 10, 20, 30% où il va y avoir des problèmes. Problème de livraison, problème d'abandon de chantier, problème de qualité. Donc en fait, choisir la bonne entreprise, ça ne suffit pas. Et tu vois, ce truc-là, on le répète. Et donc nous, notre enjeu, c'est comment tu crées le nouveau standard de confiance et de qualité. Et notre enjeu, c'est de dire, en fait, tu es une référence. Aujourd'hui, on est 100. Tu vois, demain, on veut être 1000 partout en France. Et donc, en fait, tu peux plus jouer. Tu vois, quand tu as cet effet d'échelle chez EMEA, tu deviens une boîte d'assurance. Parce que tu sais que statistiquement, tu as 1%, 2%, 3% de chantiers qui vont avoir des problèmes. Et donc, tu dois mettre en face une garantie. Parce qu'en fait, tu n'es plus dans je fais 5 projets par an. Non, en fait, je fais 1000 projets par an, 2000 projets par an. Et donc, tu deviens sur une analyse actuariat, statistique. Et donc, moi, je veux quelqu'un de te regarder dans les yeux en disant, tu passes par EMEA, tu as un niveau d'assurance qui est sans commune mesure à ce que tu peux avoir. Donc en fait, oui, et je pourrais t'expliquer pourquoi on facture 3% de frais de service qui permet de couvrir cette assurance, tu vois, le surcoût lié à utiliser EMEA en tant que courtier, hein, et qui est d'ailleurs le même que quand tu prends un courtier en prêt immobilier, c'est 3%. Sauf que moi, je t'inclus l'assurance de la couverture EMEA qui permet de couvrir les fameux 25% supplémentaires. Après, tu as la plateforme de suivi de chantier. Tu as 100% des flux financiers qui sont sécurisés par EMEA. Et tu as toute une plateforme digitale. Il faut savoir qu'on a levé plus de 15 millions d'euros avec des investisseurs de qualité. On va l'annoncer là, mais on a Alain Dinin, donc, qui est le ancien de Nexity. Exactement, le fondateur de Nexity qui nous a rejoint au conseil d'administration. Donc, tu vois, on est un peu structuré et donc on a investi plus d'1 million d'euros chaque année dans de la R&D pour justement, tu vois, cadrer, sécuriser, garantir et amener de la productivité et de l'efficacité sur ce marché. Alors justement, un des sujets sur ce marché, c'est les défaillances d'entreprises. Tu en parlais juste avant. Là, on a parlé beaucoup de garantie, de sécurité. D'accompagnement. Voilà, c'est une des préoccupations, de se dire, est-ce que mon entreprise est suffisamment solide? Donc, pourquoi est-ce qu'une entreprise de bâtiment peut faire faillite? Quels sont les cas qui font que c'est difficile? Tu vois, je vais parler d'un cas qui me frustre énormément. On a utilisé l'année dernière une seule fois la garantie, donc la protection EMEA. Donc, on a sorti 50 000 balles.
Tu vois, ça nous fait mal. Hein. Sur combien de chantiers que vous avez Sur l'année garantis? dernière, on a dû en faire 1000 à peu près. D'accord. On a terminé 1000, un peu plus même. Donc tu vois, on a utilisé donc ça fait un taux d'occurrence de 0,1%. Par contre, il nous coûte cher, hein, 50 000. 2024, c'est la pire année. On a eu 17 000 boîtes qui sont mortes, enfin qui ont eu des défaillances en France. Nous, on a un critère, un niveau de sélection. On prend le top 3% des boîtes. Je l'explique rapidement, le niveau de sélection. En fait, en tout cas, c'est le job que vous devriez faire, vous, en tant qu'investisseur, en tant que particulier. Vous devez demander l'assurance décennale, valider qu'elle couvre 100% des lots que vous allez réaliser. Très important. En général, on vous recommande d'avoir les bilans, attestation URSSAF, attestation de TVA. Tu as un grand jeu où, avant 24 mois, en fait, les boîtes ne payent pas ça. Donc, les margoulins, ils ferment leur boîte, ils ont créé avec un autre prête-nom. Donc, tu vas regarder le nom de l'entreprise. Et ça, ils ont la possibilité de le faire sans Normalement, être légalement, tu vois, tu as le droit de demander. Enfin, tu vas dépenser 50, 100, 200, 300 000 euros. Tu as le droit de demander à l'entreprise son bilan et tu as le droit de demander attestation de conformité légale. D'accord. Est-ce que la réalité, est-ce que les gens le font? Absolument pas. Tu vois, un marchand qui va dépenser 300, 400, 500 000 euros, c'est de sa responsabilité de le faire. La réalité, moi, je te le dis, il n'y en a quasiment aucun qui le fait. Aucun. Ouais. Parce que en fait, ils vont courir après, parce que les entrepreneurs ne demandent pas, parce qu'ils n'ont pas le rapport de force, etc., etc. Et en fait, ils en vont trouver un, ils vont se dire, oh papa, il faut que je le garde. En fait, de toute façon, j'en ai pas d'autres. Ouais. Donc je vais juste essayer de prier pour que ça se passe bien. Mais tu vois, structurellement, ça ne marche pas. Tu vois, ça marche pas. Donc tu dois faire ça. Tu dois aller vérifier sur les chantiers que ça s'est pas bien passé. Donc tu vas regarder comment ils bossent, si c'est propre, comment ils traitent ces entrepreneurs, si les entrepreneurs ils ont, tu vois, la sécurité, comment ils gèrent le niveau de sécurité sur ces chantiers. Donc tu vois, c'est des trucs que tu dois aller regarder. Et après, moi je recommande toujours d'aller vérifier auprès des anciens clients comment c'est passé. Donc tu demandes à l'entrepreneur, tu dis vas-y montre-moi les photos de tes chantiers, et tu dis ça c'est qui, c'est quoi le prénom, est-ce que je peux l'appeler? Et tu vas voir s'il va te le filer ou pas. Les entrepreneurs ils ont tous des super iPhones et ils passent leur temps à prendre des photos d'avancement. Et donc, tu vois, tu regardes et tu dis, bah, ok, donne-moi les contacts. Ça, c'est une due deal dédiée à la décision de... Bien sûr. Comment tu références tes entrepreneurs. Nous, on a un label. Et encore une fois, qui ne te garantit pas que ça se passe bien, mais qui te met quand même des garde-fous. Et si déjà tu fais ça, mais ce truc-là, ça te prend 2, 3, 4, une journée à faire hein, déjà, par 5 boîtes. Oui, et pour avoir bossé avec certains entrepreneurs, tu en as beaucoup qui sont pas vraiment faits pour... on va dire les métiers de bureautique. Donc leur demander déjà un devis, c'est une tannée. Ouais, alors leur demander toute une data room pour aller faire ta due deal. Et c'est pas une data room, tu vas dépenser 300 000 balles. Tu vois, en fait, il faut revenir sur... Quand tu vas acheter une bagnole à 50 000 euros, on va te filer un papier à des CGV, des CGS de tous les côtés. Tu as 10 pages de contrat. Aujourd'hui, quand tu reçois un devis de 100 000 euros, bah, tu as au mieux 5-6 pages et tu n'as aucune garantie. Tu vois, c'est dingue. Et donc après, tu t'étonnes que ça marche pas structurellement. Bah voilà. D'accord. Et je vais faire une transition sur une question que je pose à tous mes invités, parce que je vois que le temps file et j'ai encore beaucoup de questions. Je t'avais dit. Hein. Mathieu, si tu avais l'occasion de toi-même investir dans l'immobilier avec 1 million d'euros d'equity, donc d'apport, comment est-ce que tu déciderais de l'allouer? Avec effet de levier ou sans? Alors, tu as la possibilité de faire un effet de levier. Du coup, le but, c'est quoi? C'est d'optimiser le rendement? Alors le but, c'est de dire, en fonction de ma situation aujourd'hui, quel type de stratégie je mettrai en place et pourquoi est-ce que je le ferai. Bah, après, toujours pareil, si tu as la possibilité de faire du financement bancaire, il faut y aller. Donc tu vois, avec 1 million, tu dois pouvoir aller, il te faut 20% d'apport en ce moment, entre 10 et 30, si t'es malin, mais allez, on va simplifier 20%. Donc tu vois, avec 1 million, tu dois pouvoir choper 5. 5 millions, qu'est-ce que tu peux faire de sympa si tu veux dérisquer? Pour moi, tu prends 2-3 immeubles de rapport, tu fais un tiers. Tu irais cibler quel type de ville Alors, il y a des dispositifs aujourd'hui qui sont très intéressants, sur lesquels nous, on bosse pas mal. Tu as le remplaçant du Pinel, donc c'est le de Normandie. C'est des trucs qui ont sur lesquels tu fais du changement de destination. Tu vois, typiquement, un ancien hôtel 4 étoiles à Limoges, tu vois, ces trucs qu'on fait là en ce moment, qui n'a plus aucune valeur. Et bien en fait, tu vois, l'hôtel, tu vas le splitter en 40 lots de chambres T2, T3. D'accord. Et donc ça, c'est pas mal. Tu fais un changement de destination. Tu fais changement de destination et après, tu les remets. Le gros avantage, c'est que tu peux les pré-commercialiser. Donc, tu vois, et après, ça devient un produit financier. Donc, en fait, tu financiarises ça. Et donc, tu dis, bah, en fait, mes 20, 30, 40 lots, tu vois, ça, tu vas avoir une OP, le prix au mètre carré à Limoges, ça doit être sur des trucs dégradés. En fait, il faut bien comprendre que ton hôtel, il a aucune valeur. Donc, tu vois, tu dois l'acheter entre, tu vois, le bon range, c'est entre 500 et 800 euros le mètre carré de foncier. Ah oui, d'accord. Je m'attendais à ce que tu me dises entre 1500 et 2000 euros. Non. 500, 800 et tu vas faire entre
allez, entre 1000 ça dépend, mais je te donne des grosses bandes, mais entre 1000 et 2000, parce que souvent, tu as les parties communes qui coûtent assez cher. Tu vois, quand tu as du volume, il faut reprendre toutes les toitures. Enfin, il y a des trucs à faire. Tu dois tout splitter tout, tu dois remettre des compteurs de tous les côtés. Donc, tu as quand même des surcoûts. Mais tu vois, tu fais ça et tu fais 2-3 OP, tu mets Limoges, tu essaies de limiter un peu. Et pourquoi des petites surfaces? Parce que c'est beaucoup plus rentable. D'accord. En fait, du T2, du studio T2, et même, tu vois, je limite T3. En fait, il faut que tu sortes des produits qui sortent entre 100 et 300 000 euros. D'accord. Et déjà 300 000 finalement dans le budget des Français. Exactement. En fait, tu es sur un bon budget où tu vas avoir, en fait, ce qu'ils vont regarder, donc ce que regardent les CGP, c'est ta capacité d'endettement. Tu vois, il faut que tu sortes entre 200 et 800 euros par mois en capacité d'emprunt. Ouais. Donc finalement, tu fais quand même une opération où tu as quasiment un tiers sur le foncier et 2 tiers Ouais. sur les travaux. Mais aujourd'hui, ouais. Ouais, mais parce que tu as de la value added. Parce que tu l'achètes, le truc, il n'a aucune valeur. Et tu sais, il faut vraiment se rendre compte. Tu as des biens là où, tu vois, on est sur des autres OP, ça s'appelle le cœur de ville. Tu as des biens où c'est la ville quasiment qui te file les trucs parce que le truc est abandonné. Ouais. Tu vois, on a Banque de France à. Alors, je ne vais pas citer la ville, mais ça va être fait là. Un ancien Banque de France, tu vas avoir 2000 ou 3000 mètres carrés. Alors, tu as une grosse partie de sous-sol qui est très chiante. Est-ce que tu vois, sous-sol, quel est le truc? Mais après, c'est du bâtiment, mais magnifique. C'est vraiment du. Ah, je crois que je l'ai vu, c'est dans le sud de Paris, non? Non, c'est un peu paumé. C'est un peu paumé. C'est dans une ville, cœur de ville. Et tu me parles de Limoges. Ouais. Je sais que tu connais très bien les villes d'Aix-en-Provence, Paris, pour y avoir habité. Mais pourquoi Limoges? Parce que c'est là où, si tu veux faire du produit financier, encore une fois, tu vois, si tu veux optimiser, avoir les meilleurs rentas, parce que tu as un dispositif qui te permet, en fait, le dispositif de Normandie, il fonctionne sur les trucs cœur de ville. D'accord. Donc ça, c'est un dispositif. Sur des villes sélectionnées. Tu as à peu près 1000 villes en France qui ont besoin de se redynamiser. En fait, c'est des entre guillemets, ce qu'ils appellent des villes dortoirs de grandes agglos. Et toi, tu crois à la thématique des villes moyennes qui vont croître dans les prochaines années? Ouais, parce qu'en fait, le constat, c'est que tu vois, moi j'habite à Aix-en-Provence, mais tu vois, tu as une ville qui s'appelle Pertuis, qui a 20 minutes d'Aix-en-Provence, en fait, qui va en train de devenir une ville dortoir. Mais la réalité, c'est que les gens, ils peuvent plus se loger à Aix, et donc, en fait, ils vont à 20 minutes, tu vois, en fait, entre 20 et 30 minutes en voiture autour, et ça marche. Et tu vois, si tu sors des T1, T2, T3, en fait, tu as une vraie location. Et il faut bien penser, c'est, en fait, tu as une notion tu recycles de l'immobilier qui a plus aucune valeur aujourd'hui. C'est ça qui est très important. Hein. Tu vois, ton hôtel 4 étoiles qui est scandaleux, qui te coûterait beaucoup trop cher en fait à mettre aux normes, etc. Ça fait 30-40 ans qu'il est dans son jus. Hein. C'est ça l'état des trucs. En fait, ça a une vraie valeur. Et donc tu recycles. Mais tu vois, nous on est boîte à mission, mais ça fait du sens de dire. De toute façon, si tu veux faire des belles OP, il faut sourcer des biens. Et donc, le mieux, c'est que tu changes la destination et tu n'achètes pas cher, tu fais des travaux, tu fais un truc nickel chrome. Et donc, tu achètes du quasi neuf avec une décennale sur 10 ans. Ouais. Tu vois, c'est un bon produit financier. Okay, et tu sors dans un truc Pinel où en fait, tu te dis, en fait, tu achètes de la merde parce qu'il y a un sujet de défiscalisation. Là aussi, il y a un sujet des fiscs. Mais en gros, pour moi, il faut que ton truc il sorte à 15-20% au-dessus du prix du marché. Sauf que tu as un niveau de gamme qui est nickel. Et donc, en fait, même si tu veux le garder, il a de la valeur. Faut pas tomber dans des trucs où c'est beaucoup trop cher par rapport au prix du marché. Tu vois, nous, on est très attentifs à ça. Donc, toi, c'est ton prix d'entrée qui est un peu le focus. À quel prix j'achète le foncier? Mais après, c'est un job de marchand. Hein. Oui. Mais tu dois acheter tu vois, nous, sur toutes les OP qu'on fait, tu dois acheter entre 500 et 800 euros le mètre carré. Et on est actuellement en octobre 2025. Les taux d'emprunt immobilier sont quand même relativement élevés par rapport aux dernières années. On doit être autour des 3,5. Voilà. Pour du professionnel, c'est même un peu plus. Ouais. Du coup, la liquidité sur du résidentiel, parce qu'on a vu le marché des transactions en résidentiel se resserrer. Ça, c'est en train de se stabiliser là, indépendamment de l'instabilité financière, politique. Mais ça te fait pas peur de mettre sur le marché 40 appartements résidentiels? Après, tu vois, c'est toujours pareil. Tu m'as dit j'avais 1 million. Donc, soit tu le laisses sur ton livret A, soit tu le fais travailler. Et tu m'as dit que tu le mettais dans l'immobilier. Tu vois, je joue avec les contraintes. Et tu vises quelle temporalité de durée sur Alors, ce truc-là, le but, c'est de le faire le plus... Alors, tu vois, là, j'ai pris l'exemple où tu le mets sur du financement bancaire. Ce qui est quand même de plus en plus compliqué aujourd'hui. Tu as beaucoup de personnes qui se tournent vers des plateformes de crowdfunding ou crowd equity. Et donc, tu vois, tu n'es pas à 3-4%, tu es plutôt à 10, 12, voire 14 avec tous les frais inclus. Et donc là, l'enjeu, c'est que tu compresses au maximum ton système de détention. Et tu vois, avec des plateformes, le but, c'est que tu sois capable d'acheter le bien le plus tard possible et de le mettre le plus tôt possible en vente. Et donc, en fait, tu as tout un système de pré-commercialisation. Le bien, il est porté sur ces systèmes-là où il y a un peu de défisque. Il est porté par le particulier. Mais donc, du coup, tu vois, tu l'achètes. 2 mois après, en fait, c'est l'autre qui l'a déjà racheté. Donc, tu vois, tu dois le porter entre 4 et 6 mois. D'accord. Et là, tu fais une bonne OP, ça te permet de bien lisser. Et après, les travaux sont portés par celui qui achète.
Donc, en fait, D'accord. tu vois, en fait, tu packages une offre et Donc, c'est en là fait, où toi, le côté t'achètes, garantie. Ouais. t'achètes, tu déposes ton Non, permis. moi j'achète absolument rien. C'est toi en tant que particulier tu achètes. Mais en fait, c'est souvent un CGP qui t'a proposé une solution en te disant voilà le prix du foncier, voilà le prix du financement, voilà l'impact sur ta mensualité, voilà combien tu peux louer parce qu'en fait tu le loues sur des montants, des montants spécifiques. Donc en fait, c'est le même modèle que Pinel. Tu as du prix au mètre carré qui est capé. Donc tu as un impact social et donc tu respectes ces règles-là si tu veux avoir jusqu'à 20% de défisque en montant. Et en fait, du coup, tu l'achètes, mais tu as déjà le devis des EMEA qui te garantit les délais. Et après, le but, c'est que tu D'accord. financiarises à fond les travaux. Ça marche un peu comme une VFA où tu achètes finalement un actif. Alors ouais, sauf que c'est plus court. C'est de la rénovation. Donc en fait, tu es sur un enjeu qui est quand même plus sain sur, tu vois, avec le taux d'artificialisation des sols zéro. Tu vois, tu es beaucoup plus cohérent sur une notion de recyclage immobilier. Et sur ce genre de produit, toi qui connais bien les travaux, Ouais. tu dirais que cette partie justement de rénovation, elle prend combien de temps Après, si tu veux, c'est un appartement classique. Donc, en fait, tu vois, tu as 20 lots, tu vas prendre entre 1 et 2 mois par lot. Et puis après, le but, c'est toujours pareil, quand tu as un peu plus de volume, tu es capable de mettre des équipes plus grosses. Donc, tu vois, c'est plus facile, en fait, d'être sur 20 lots que d'être sur 20 lots dans un immeuble. Tu as des effets Ouais, que d'échelle dans du que diffus, 20 lots dans une ville. Tu vois, c'est beaucoup plus simple à gérer. Ouais. Ok. Et donc tu mettrais l'ensemble de ton investissement là-dessus? Bah, en fait, c'est un truc. J'ai un biais forcément de confidentialité parce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Mais tu peux faire dire. Après, tu vois, si on se met dans une optique de rendement, ouais, sur du rendement, c'est le plus intéressant. Après, si tu veux du patrimonial, c'est différent. Ok, super. Bah, merci pour avoir répondu à cette question. En tout cas, c'est la première fois qu'on prend ce niveau d'effet de levier. Donc je trouve intéressant ta vision de l'immobilier. Ah, pour moi, on est sur un paradigme où si tu prends pas de l'effet de levier, et, en tout cas, je vois pas des investisseurs. L'immobilier n'est pas forcément intéressant si tu Et n'as ça pas sert à un rien. gros effet de levier. Si tu n'as pas, tu vois, si tu prends du rendement sur des OP comme ça, t'as quand même un taux de gestion. Il faut quand même se rappeler que l'immobilier, tu as de la gestion. Hein. Ouais. Moi, je sais de quoi je parle en travaux. Mais tu vois, sinon, tu mets sur un PEA et en fait, un BNP, il te rend 7% par an ou 6%. Et tu vois, tu as zéro boulot à faire. Tu vois, c'est quand même. Et juste en dividende. C'est vrai que c'est un problème, business où- c'est un vrai problème, hein, avec toutes les surtaxes, tu vois, les taxes foncières. Enfin, tu vois, aujourd'hui, c'est un vrai sujet, ça. Aujourd'hui, l'investissement immobilier n'est pas méga rentable. Ouais. Et donc, les gens font pas l'effort. C'est pour ça que celui-là, nous, on a quand même vu qu'il y a des trucs très sympas à faire et sur lesquels tu as une logique économique pour celui qui porte le projet, qui prend un peu le risque, mais tu as aussi une logique économique pour l'investisseur et puis tu as une logique sociale, tu vois, tu donnes accès à des logements et qui ont une vraie valeur et donc qui permet de sortir de ces trucs là où, tu vois, à Paris, tu as 800 dossiers en 1 heure sur un studio. Ouais. Il y a un problème, quoi. Ouais, c'est clair. Super. Bah, écoute, il nous reste assez peu de temps, donc je vais essayer d'être efficace sur les dernières questions. Je voulais parler de ton expérience d'entrepreneur, qu'on fasse un peu la bascule dessus. Ok. Tu es quand même sur un marché qui est assez cyclique, hein, que ce soit l'immobilier, le bâtiment, Immobilier, et on l'a ouais. vu sur ces dernières années. Tu m'as raconté plusieurs fois les hauts, les bas que vous avez connus. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est d'entreprendre, si tu as quelques anecdotes, tu vois, comment ça marche d'entreprendre dans un marché où en fait tu as des cycles hauts, baissiers. Qu'est-ce que vous avez vécu, vous, chez EMEA? Ouais. Alors nous, on a eu plusieurs phases de croissance, mais en fait, donc nous, on a levé de l'argent, ce qui est quand même assez rare avec des investisseurs. Tu vois, on a des gens comme Xavier Niel, comme Daphne, comme Elbow France. Donc tu vois, des entrepreneurs, Ouais. des fonds de qualité qui font partie plutôt du podium que de ce que tu es capable de faire en France. Donc ça, c'est quand même un gage de crédibilité. De mémoire, vous avez levé 10 millions d'euros, c'est ça? Un peu plus de 15 millions 15 au millions. total. Ouais. D'accord. Donc, tu vois, on fait quand même partie des boîtes qui sont financées justement pour investir massivement sur cette plateforme techno et sur cette expansion. Parce que nous, on est absolument convaincus. Et tu vois, avec l'IA, on pourrait parler des heures, mais on n'aura pas le temps. Mais tu vois, sur tous les gains d'efficacité, de productivité que tu es capable d'amener grâce à de la techno, tu vois, aujourd'hui, c'est pour ça qu'on dit on a le meilleur rapport qualité-prix-sécurité, c'est que je peux te permettre d'offrir une garantie de résultat, ce que personne ne fait en France, parce qu'en fait, on a automatisé un maximum de choses et tu vois, tout le temps humain de secrétariat qu'un maître d'œuvre devrait faire, tu vois, tout ça c'est automatisé. Tu vois, la gestion des factures, la gestion des avancements, les paiements à l'avancement, parce que nous, on sécurise et on a un compte séquestre qui est sur ces monnaies. Tu vois, ton devis devient un planning d'avancement que tu dois valider, contre-valider avec des photos d'avancement. On est capable de te dire, tu vois, et ça c'est des trucs qu'on va développer avec une photo. Tu vois, je mets un mur porteur, il y a un mur porteur. Ok, voilà la checklist de reco selon le DTUX avec Powered by AI et je te mets ça dans ta poche gratos. Enfin, 3%. Mais la réalité, c'est qu'avec tous les effets de réseau,
c'est pas plus cher que ton entrepreneur. Et donc, en fait, tu as un niveau d'exigence de suivi qui est sans commune mesure à ce qu'un artisan ou un architecte n'est capable de faire. Et d'ailleurs, on bosse de plus en plus avec des archis parce qu'on leur met cet operating system, tu vois, cette plateforme, ces outils, parce qu'en fait, ils sont meilleurs. Et tu vois, il y a plein d'archis aujourd'hui qui bossent avec nous parce que ça leur permet d'avoir cette brique de structuration de travaux et ils gardent la partie créatif, plan, conception. Et ils rajoutent la partie suivi chantier, garantie travaux. Et c'est la suite logique de leurs opérations. Ouais. Et est-ce que ton business est indexé aux différents cycles de l'immobilier ? Bien sûr. Donc, tu vois, ce que je disais, nous, on a levé un peu d'argent. On a eu une phase de start-up. On est passé de start-up à scale-up où tu vois, on recrutait 5-10 personnes tous les mois. Et après, on a eu une phase aussi où il n'y avait plus de business, où en tout cas beaucoup moins. 2023, fin 2023, ça commence à s'arrêter. 2024, année très, très compliquée. Et donc, on a ajouté une brique de distribution. On s'est dit, en fait, on a une super marque, des outils, des process, une plateforme digitale, des garanties de sécurité. Aujourd'hui, le facteur limitant de la croissance, c'est nos chefs de projet qui sont capables d'accompagner les clients. En fait, est-ce qu'il n'existe pas un modèle où en fait, on délègue et on répartit notre marge et notre valeur ajoutée avec un modèle de mandataires indépendants, donc qui sont nos courtiers et qui sont des chefs de projet locaux, donc avec vraiment cet écosystème local qui est très important qu'on n'avait pas. Tu vois, nous, on a fait plus de 3000 chantiers à Paris. Mais ce qui nous manquait, c'était la recommandation post-chantier. En fait, le fait d'avoir des gens locaux, tu utilises tout l'outil industriel qu'on a créé depuis plus de 10 ans pour 200 € par mois, donc rien. Et en fait, on partage notre commission, donc les 3%, on partage modèle vraiment MLM, donc multi-level marketing. L'énorme succès sur ce marché, c'est IAD. Donc, alors justement, parlons-en de ce sujet. Je pense que c'est un des sujets dont on voulait parler durant cet épisode, le principe du MLM. Oui. Donc initialement, c'est un modèle qui a été, on va dire, popularisé aux États-Unis, mais en France par des acteurs de Tupperware. Voilà, de l'agence immobilière. Ouais. Alors historiquement, c'est Tupperware, tu as raison. Et en fait, le gros succès aujourd'hui en France, c'est IAD. IAD qui surperforme le marché depuis 10 ans, mais qui là, dans une phase de contraction du marché, ils sont en train d'aller choper en fait toutes les anciennes agences physiques et donc les indépendants, ils sont en train d'aller avec IAD parce que tu as un modèle qui est beaucoup plus fluide, tu as de la techno et tu as cet effet de réseau. Alors, le modèle MLM, à ne pas confondre avec les modèles pyramidales. Le modèle MLM, c'est quoi ? C'est je suis rémunéré sur les ventes de mes filleuls, donc sur les ventes de mes services. Je ne suis pas rémunéré sur le fait que je recrute des filleuls. Donc, c'est un modèle, le MLM est un modèle qui est tout à fait légal. Donc, tu vas sur gouv.fr, il t'explique que la légalité, c'est tu as un modèle, ne pas confondre avec le modèle pyramidal. Je n'ai aucun intérêt à recruter des filleuls pour leur faire payer 50, 100, 1000, 2000, 3000 €. Aucun. Ce n'est pas légal parce que ta rémunération ne doit pas être associée à ton recrutement de filleuls. Par contre, si tu es rémunéré parce que tu as formé, tu as accompagné des filleuls et que tu prends entre 3 et 7% du chiffre d'affaires qui est généré par tes filleuls, là c'est légal puisqu'en fait tu deviens leur coach, leur parrain et donc en fait tu les prends par la main et tu les accompagnes. Et donc après ça peut être des modèles hyper incroyables parce que tu crées une organisation et en fait tu recrutes des filleuls que tu formes, que tu accompagnes, sur lesquels tu expliques le métier, sur lequel tu te rémunères. Et donc tu passes d'un modèle où, tu vois, les modèles de l'immobilier que nous on connaît, c'est des maîtres d'œuvre, des architectes, des courtiers en travaux. Ces modèles-là, c'est du one shot et en fait ça vaut 0. Aujourd'hui, tu es sur du pur taux horaire et donc si demain tu veux arrêter, tu le vends, ça vaut 0. Aujourd'hui, quand tu passes sur des modèles architectes, mais powered by EMEA, avec un modèle MLM où tu as en fait tous tes apporteurs d'affaires, tous tes parrains, tous tes filleuls, toute la marque, tu crées un fonds de commerce. Tu crées un fonds de commerce. Et c'est ça qui est génial, c'est que tu crées un fonds de commerce que tu achètes entre 200 et 300 € par mois. Tu vois, aujourd'hui, c'est ça le coût de l'adhésion MEA, sur lequel on gagne rien. Nous, notre enjeu, c'est que tu fasses des travaux. Mais demain, quand tu fais 100, 200, 300 000 € que tu gères de chiffre d'affaires, ben en fait, ça va devenir du chiffre d'affaires récurrent et donc tu as un fonds de commerce. Et là, c'est incroyable parce qu'en fait, sans frais, tu vois, on n'est pas un modèle de franchise. Donc, tu n'as pas à payer 20, 30, 40, 50 000 € upfront. Tu as 200, 300 € par mois qui te permet d'avoir accès à tous les services et tu te crées un fonds de commerce. Et donc, demain, tu vois, tu avais une boîte d'architectes, tu avais une boîte de courtiers. Aujourd'hui, il y a des courtiers indépendants qui facturaient 50, 100, 150 000 € qui vont passer chez nous, donc, en fait, sur lesquels ils vont partager leur commission. Sauf qu'en fait, demain, ils ont un fonds de commerce. Aujourd'hui, ils n'ont pas de fonds de commerce. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est un usage qui existe déjà d'être aujourd'hui un architecte. Bien sûr, architecte d'intérieur, maîtrise d'œuvre. Et en fait, tu rajoutes une brique. Alors, tu as une vraie brique techno pour efficacité et productivité, mais surtout, tu rajoutes cette brique MLM et donc sur cette constellation et une organisation.
Et ça, en fait, c'est un truc que les gens ne comprennent pas. Parce que juste, ça n'existe pas. Tu vois, aujourd'hui, même le MLM, tu vois, IAD, alors nous, on est dans l'immobilier, on connaît, mais il y a très, très peu de gens qui connaissent. Alors, moi, je me sépare un peu parce que nous, on a sujet où on est très exigeant et tu vois, on a vraiment une charte d'engagement. On va chercher des gens qui connaissent un petit peu. Mais tu vois, si tu veux réussir chez EMEA, on a vraiment un process de formation, d'accompagnement. En fait, tu es indépendant, mais tu n'es jamais seul. Et il faut bien dire qu'en fait, tu arrives chez EMEA, tu as 10 ans d'expertise, tu as 5000 chantiers. Donc, en fait, moi, j'étais à ta place il y a 10 ans. Tout ce que je te demande de faire, tu vas le faire. Donc, tu vois, il faut que tu ailles voir des prescripteurs. Ça veut dire qu'il faut que tu ailles voir des courtiers en prêt immobilier. Il faut que tu ailles voir des architectes. Il faut que tu ailles voir des syndics de copro. Il faut que tu ailles voir des courtiers, des agents IMO, etc., etc. Ton job, c'est d'aller voir et de faire des cafés avec des gens qui sont au courant de tout le cycle immobilier, tu vois, des marchands de biens, et donc des cafés, des déj avec ces gens-là. Parce qu'ils ont ce besoin. Et tu vois, leur expliquer que tu faisais avant de cette façon-là, mais tu n'étais juste pas au courant que nous, on existe. Moi, je suis capable de te garantir, simplifier et sécuriser ton expérience. C'est moi ton interlocuteur unique. Donc, je suis chef d'orchestre de tous les sujets. Concentre-toi sur ton job, qui est, tu vois, sur l'architecte, c'est concentre-toi sur la partie créative et délègue-moi la partie suivi de chantier. Le marchand de biens, concentre-toi sur trouver des bons biens et moi, je t'amène une garantie sur la bonne réalisation de tes travaux. Et demain, si je suis, je dis n'importe quoi, mais je suis architecte et j'arrive à embarquer dans ce réseau d'autres architectes. Bien sûr. Quel est mon modèle de rémunération? Comment je gagne ma vie? En fait, tu te rémunères sur leur partie. Donc, le modèle MLM, tu as deux parties. Le modèle de rémunération, c'est que tu as en gros des paliers, mais en fait, EMEA partage entre 60 et 80% de sa commission à l'architecte. Donc, tu vois, au-dessus d'1 million d'euros de chiffre de travaux générés, le split, c'est tu as 80% de notre commission sur l'architecte et tu as 20% pour EMEA. Tu vois, 80-20. Et c'est vous qui ramenez le client? Non, alors non, on ne s'engage pas à ramener le client. C'est l'architecte, le marchand, le courtier, etc. Mais en fait, c'est toi en tant que chef de projet, en tant que courtier, ton job, c'est d'aller trouver les clients. D'accord. C'est en local, donc tu as ton réseau. En fait, tu dois créer ton réseau. Et en fait, tu vois, tous les acteurs, tous les prescripteurs dont je t'ai parlé, c'est à toi de créer ce réseau-là. Après, dès que tu commences à avoir fait 3, 4, 5 chantiers, c'est toi qui vas récupérer les chantiers de la recommandation. Donc, comment, à la livraison, à la crémaillère, en fait, tu as envie de parler de moi. Et tu vois, l'exemple que je donne tout le temps, c'est quand un chantier se passe bien aujourd'hui avec un architecte, l'architecte, il chope la reco d'ores et déjà. Donc toi, en tant que courtier, tu dois choper la reco plutôt que l'entrepreneur. Parce que tu as 10 fois plus de garanties que ce que l'entrepreneur, l'artisan pourrait faire tout seul. Et donc, tu vois, notre vrai concurrent, et tu vois, souvent on me pose la question, c'est qui votre concurrent? Notre concurrent, tu as plus de 93% des travaux aujourd'hui qui ne sont pas intermédiaires. C'est-à-dire que notre concurrent, c'est le bouche-à-oreille. Et j'espère avoir essayé de convaincre aujourd'hui que en fait, faire du bouche-à-oreille, c'est pas la meilleure façon. Tu vois, il existe des façons plus sécurisées que juste jette ma pièce et tu as une chance sur deux que ça passe pas bien. Bah, tu vois, normalement, tu as des process, tu as des garanties. Et tout ça, on l'a cadré, structuré pour que structurellement et statistiquement, tu sois bien mieux. Et donc voilà, ça, c'est le job du courtier, c'est d'aller créer un réseau, d'avoir le bon niveau d'ambition et d'énergie pour le faire. Mais au final, tu vois, ça ne change absolument rien du modèle classique d'un architecte. Un architecte d'intérieur, il prend par la main un client. Tu vois, aujourd'hui, un architecte d'intérieur, on a Anita que j'embrasse et qu'on a fait intervenir à notre convention là, il y a 2 semaines. En fait, Anita, elle avait un métier d'architecte. Aujourd'hui, en ayant rajouté sa casquette EMEA, donc aujourd'hui, c'est Anita, son entreprise d'architecte d'intérieur, powered by EMEA courtier en architecture, en rénovation. En fait, en devenant courtier, elle a augmenté de son chiffre d'affaires de 30% et sa conversion de 40% parce qu'en gros, elle n'est plus que sur la phase archi, elle est sur l'intégralité du cycle. Et donc, quand elle a un client, souvent, tu vois, on consulte 2 architectes. Et du coup, déjà, elle a une meilleure conversion sur sa partie architecte, puisque elle a la partie architecte, tu vois, le côté humain, créatif, qu'elle garde. Mais en fait, elle te dit, mais moi, je te garantis un délai, je te garantis un prix, et en plus, je te mets à dispo une plateforme de suivi de chantier, de gestion de projet qui n'existe pas sur le marché. D'accord. Et ça permet de faire la différence sur la phase architecturale, parce qu'en fait, tu es beaucoup plus structuré que par rapport à un autre architecte qui n'est pas chez EMEA. Et puis, sur la phase travaux, je te garantis. Et donc, tu vois, ça, c'est des exemples de sujet. Anita, elle a 4, 5, 6 filleuls, dont 2, 3 archis. Et tu vois, effet boule de neige, cette partie-là, on l'a créée on est à peine, tu vois, sur 1 an et demi.
c'est des modèles qui sont longs, puisqu'en fait, il te faut 1 an pour commencer à comprendre, il te faut 2 ans pour vraiment bien gagner ta vie. Ouais. Et puis après, tu commences à recruter. Une fois que tu as compris comment ça marche, tu te dis, OK, là, je vais commencer à recruter et je vais porter la bonne parole. Et donc, c'est des modèles qui sont hyper sains sur du long terme. Tu vois, un marché de 70 milliards rien qu'en France, le marché, il est monumental. Et après, tu as le premier étage. Mais ensuite, est-ce que tu gagnes sur Bien sûr, c'est ça qui est magnifique. C'est que tu gagnes 7% sur le donc, il y a premier. un network effect. Et oui, et c'est là où c'est magnifique. C'est qu'en fait, tu crées... Alors, chaque étage, en fait, toi, ça ne change rien à ta rémunération. En fait, c'est la tête de réseau, donc c'est EMEA qui perd de la marge. En fait, tu vois, quand je t'ai dit 80-20, donc tu as 80% pour l'architecte, 20% pour EMEA. Et après, tu vois, quand je donne un par un, 7%, mais c'est la commission d'EMEA, donc c'est la marge d'EMEA. Donc tu n'es plus à 20, on est à 13. Ouais. Et puis après, s'il y a un deuxième niveau, c'est encore entre 1 et 3%. Ouais. On passe de 13 à 10. Ouais. Mais vous gagnez sur la démultiplication Exactement. du nombre de personnes. Et en fait, tu crées une marque. Et à terme, tu vois, les travaux, la matière première des travaux, c'est pas le béton, c'est la confiance. Et donc, comment tu crées de la confiance? Par des garanties, par une marque, par un niveau d'exigence et d'excellence partout en France. Super. Bah écoute, c'est un sujet passionnant. Mathieu, peut-être pour clore cet échange, est-ce que tu es enthousiaste pour l'avenir? Ah, c'est une bonne question. Écoute, je suis quelqu'un de, par définition, enthousiaste. Donc, oui. J'essaye de me préoccuper sur, tu vois, les choses que je maîtrise. Je suis très fier. Tu vois, il y a plein de gens, que je croise qui sont en train de se barrer à Dubaï et tout. Ça me fait vraiment chier. Tu vois, je suis très fier d'être français. Je suis très fier d'être en France. Je suis très fier de porter ces trucs-là. Et je trouve qu'il y a on est structurellement, il y a beaucoup de choses qui pourraient être améliorées en France, notamment, tu vois, sur l'engagement régalien de l'État. Tu vois, sur la sécurité, sur l'éducation et sur la santé. Et je trouve qu'on fait plus de job. Je trouve le système, en fait, tu vois, il y a plein de gens brillants dans l'État et qui se battent. Mais en fait, chaque fois que je discute, on discute avec l'ANA, t'as des gabégies, mais en fait, c'est hallucinant. Et c'est ça me fait vraiment chier. Et je vois pas aujourd'hui les politiques, ils sont dans leur monde hors sol et ils savent pas le gérer. Donc ça m'embête. Mais malheureusement, j'ai aucun impact dessus. Et c'est pas parce que je vais voter que j'ai un impact. Ça m'embête. Après, je pense qu'on on a un pays qui, quand il est dans la merde, il a souvent prouvé qu'il sait se relever. Donc, tu vois, je suis structurellement enthousiaste, sinon t'es pas entrepreneur. Donc, tu vois. Ouais. Mais ouais, j'aimerais bien qu'on arrête, qu'on repense, qu'on remette le pays et en fait les Français tout en haut de l'impact. Et tu vois que notre North Star, c'est comment on fait un pays dont on est fier. Et tu vois, être fier de son pays, c'est quelque chose qu'aujourd'hui, on l'est plus. Alors qu'en fait, on a un magnifique pays et quand tu vas ailleurs, en fait, tu te rends compte qu'on a un truc bien. Mais il faudrait que l'État soit au level et il faudrait un peu d'efficacité. Et je sais que l'État peut pas être géré comme une entreprise, mais il y a quand même énormément de choses où on a perdu de la rigueur et tu vois, d'ownership. Tu vois, une de nos valeurs chez EMEA, c'est l'ownership. Tu te rends compte que la responsabilité, elle est beaucoup trop diluée. Et en fait, tu as des millefeuilles, tu as plein de gens brillants qui ont fait plein d'études. Tu te rends compte qu'il y a beaucoup d'argent à aller chercher en milliards d'économies sur simplifier ce millefeuille et le rendre plus efficace. Voilà, et ça, c'est un peu mon message. Je fais pas de politique, mais j'avoue qu'en ce moment-là, c'est un peu fatigant. Okay. Mais donc voilà, positif. Bon, bah merci beaucoup. Et puis, merci Osama pour l'invitation. À plus. À plus.